Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de répondre au rendez-vous du décryptage de l'actualité sur la télévision nationale. Crise Bénin-Niger, à quoi peut-on s'attendre après la rencontre entre les deux anciens présidents, Boni Yaye et Nicéphore Soglo, et l'actuel chef de l'État béninois, Patrice Talon? Édouard Loko, désormais président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, la HAC, une nomination qui suscite beaucoup d'espoir dans le rang des professionnels des médias. Et en France, on note une montée spectaculaire, une montée en puissance du RN de Jordan Bardella. Et enfin, sur la toile, la langue fongbe qui est désormais disponible sur Google Traduction. Des sujets que nous abordons ce dimanche soir avec nos consultants, nos experts, nos invités. Je vais nommer Paul Arnaud Deguenon, journaliste et consultant en communication. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Bonsoir les naïcs, bonsoir à tous. Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Bonsoir vous les naïcs, bonsoir à toutes et à tous. Marcel Candide Rinvi, journaliste et analyste politique également. Bonsoir les laïcs et merci pour l'invitation. Avant donc l'exercice de décryptage, un plongeon dans l'univers de nos canards. C'est la revue de presse hebdomadaire de Marcela Rossi. Régulation des médias. Un ancien journaliste pour diriger la 7e mandature de la HAC. Une deuxième dans l'histoire de l'institution pointe le matinal. Grand officier de l'Ordre national du Bénin, Édouard Loko, consultant en communication et chargé de mission du président Patrice Talon depuis 2016, est une des figures emblématiques de la presse béninoise. Âgé de 57 ans, il a fait ses premières armes dans la presse béninoise à partir des années 1992 avec le mensuel satirique Le Maran, dont il est le fondateur, révèle le journal. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, affirme Fraternité. Patrice Talon vient de faire un choix éclairé car il a opté pour le profil d'un professionnel de la profession pour redorer l'image de la presse béninoise. Autrefois, vitrine qui reflétait l'image positive de la liberté de la presse et d'expression en Afrique et dans la sous-région, la presse béninoise est aujourd'hui au bas de l'échelle selon Fraternité. La preuve, certains pays tels que le Sénégal, le Burkina Faso, le Cameroun, qui n'avaient pas la notoriété de la presse béninoise, font à présent mieux en vue de garantir la liberté de la presse et le professionnalisme. Talon fait un choix judicieux. La presse applaudit, affiche l'événement précis cette semaine. Les professionnels des médias voient Édouard Loko capable de relever les défis actuels et de guider la HAC vers un avenir plus robuste et inclusif pour tous les médias au Bénin, rapporte le journal. À la une, au Bénin, la saisie par l'État de toute la cargaison du carburant transporté par le bateau qui a échoué sur la côte de Figuerossé à Cotonou. Cette décision des autorités béninoises, selon le préfet maritime, fait suite à l'illégalité d'exercice de l'équipage du navire après vérification. Les autorités nigérianes ont été saisies par des canaux appropriés qui ont confirmé que les activités du navire en question dans les eaux nigérianes étaient inconnues et qu'il avait été observé en mode obscur suggérant des activités illicite, a confié l'officier de la marine. Ils sont au total 16 personnes, dont 15 Nigérians et un Béninois, à avoir été confiés à la brigade criminelle pour les nécessités d'enquête. Écho des législatives en France, interrogation et appréhension de la presse africaine après la percée du Rassemblement national au premier tour du scrutin dimanche dernier. Au-delà des frontières françaises, l'arrivée du RN au pouvoir suscite des inquiétudes, pointe le quotidien malien en ligne Malikile, avec la perspective d'un gouvernement xénophobe et aux tendances libérales à la tête de l'une des puissances majeures en Europe. Cette éventualité souligne l'importance des décisions à venir pour l'avenir de la France et de l'Union européenne. Les résultats de ce soir sont donc décisifs pour la politique française alors que le pays se trouve à un tournant historique. Quel enjeu pour l'Afrique, s'interroge pour sa part le pays au Burkina Faso. La question qui taraude les esprits est celle de savoir si les Français ont cette fois-ci et pour la première fois décidé de donner les clés du palais Bourbon à l'extrême droite, dont les principales caractéristiques sont le chauvinisme, le racisme, la xénophobie et son non-respect des lois nationales et internationales de protection des droits humains. Entre autres, c'est un scénario fort possible quand on sait qu'ailleurs, d'autres leaders d'extrême droite comme Trump aux États-Unis, Orban en Hongrie ou Milei en Argentine ont déjà été élus sans coup férir.
Le site d'information algérien TSA exprime ses craintes. Le RN a promis de supprimer certaines aides sociales aux immigrés en situation régulière, de réserver les logements sociaux aux Français, d'expulser les immigrés légaux qui resteraient plus de 6 mois au chômage, même s'ils ont travaillé et cotisé pendant des années, de réduire le nombre de visas aux étrangers, interdiction du voile islamique dans l'espace public, instauration des quotas pour l'abattage halal. Le RN promet aussi d'engager un bras de fer avec l'Algérie, avec suppression des visas et dénonciation de l'accord de 1968 sur l'immigration. En somme, soupire encore le journal, le Rassemblement national promet de croiser le fer avec les partenaires de l'autre côté de la Méditerranée, un discours haineux et belliqueux qui semble séduire une partie de la population française, et c'est cela le plus inquiétant. Merci à vous, cher Marcel Arrossi, pour ce ramassis de l'actualité vue, traitée et relayée par les canards parus au cours de la semaine. Place maintenant au débat en plateau. On démarre avec le décryptage de l'actualité nationale. C'est dans la rubrique « C'est le jour au Bénin ». Paul Arnaud Deguenon, après leur rencontre avec le général Tchani à Niamey, les deux anciens présidents, Boni Yaye et Nicéphore Soglo, ont été reçus lundi dernier par l'actuel patron de l'exécutif, Patrice Talon, à la fin de l'audience. Un communiqué très bref de la cellule de communication des deux anciens présidents précise en substance, je cite, « Nous notons avec satisfaction que la médiation des deux anciens présidents de la République crée les conditions en vue du rapprochement rapide de nos deux pays dans l'intérêt de nos peuples. » Fin de citation. Les lignes semblent enfin bouger, on dirait. Bon, les lignes doivent bouger. Il n'y avait pas de raison qu'elles ne bougent pas. C'était sûrement une question de temps. Alors, les anciens présidents ont décidé donc de prendre le taureau par les cornes. Ils ont décidé donc de se mettre dans la bataille. Et au début, on leur a reproché un peu donc de prendre l'initiative sans au préalable consulter déjà au moins les locaux, c'est-à-dire le président de la République du Bénin. Mais bon, ils se sont rattrapés puisqu'ils ont d'abord préféré consulter le président nigérien et après ils ont été reçus par le président béninois. On connaît déjà Nicéphore Soglo et on connaît également Boni Yaye dans ce rôle, puisque par le passé, c'est des gens qui ont été souvent actifs dans la résolution des crises. Donc on espère vraiment que cette fois-ci, ça va aboutir à quelque chose. Mais dans tous les cas, que ça soit avec eux et que ça ne soit pas avec eux, les lignes devront forcément bouger. Parce que quand vous voyez un peu cette situation, moi je me demande toujours, qu'est-ce que le Niger a gagné dans cette affaire-là? Qu'est-ce que le Niger a gagné? Et qu'est-ce que le Bénin est en train de perdre aussi? Et donc, quand vous regardez, vous vous rendez compte que c'est un peu comme la guerre des pauvres, quoi. C'est-à-dire que quand ils vont finir leurs munitions, ils finiront par se retrouver. Et la fin des munitions, elle n'est pas pour longtemps. Elle n'est pas pour longtemps parce que je ne vois pas, moi personnellement, le Niger se détourner du Bénin. Je ne vois pas du tout. Et on connaît également les conditions dans lesquelles les autorités actuelles du Niger sont venues au pouvoir. Et on a vu comment est-ce que nos autorités ont pris le devant des choses d'ailleurs que moi j'ai personnellement reproché l'attitude donc de notre président. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre puisque très rapidement notre président de la République est venu au créneau pour carrément s'excuser de façon publique. Donc il avait déjà jeté les bases d'une réconciliation et puis on a vu que les autorités nigériennes ont préféré jouer au dur. C'est ce que je me dis, on préférait jouer au dur. Et je l'avais déjà dit ici sur ce plateau que ce qui se joue là, c'est un peu c'est-à-dire, il y a une réalité derrière, une réalité géostratégique, une réalité que nous semblons parfois occulter parce que rien ne justifie aujourd'hui la fermeture des frontières, le maintien de la fermeture des frontières par les autorités nigériennes. Donc, si aujourd'hui les anciens présidents décident donc de faire quelque chose, bon, moi, on espère que ça va aboutir à quelque chose, quoi. Alphonse Moïse Soudé, la presse annonce la création d'une commission tripartite qui sera composée des représentants des deux gouvernements, le gouvernement du Bénin, le gouvernement du Niger, et des deux anciens présidents de la République du Bénin, Boni Yaye et Nicéphore Soglo.
Et vous savez, certaines personnes déjà avaient tiré à boulet rouge sur les deux anciens chefs de l'État. Et j'ai dit quelque part, il ne peut pas effectuer le voyage sans avoir consulté Patrice Talon. C'est le minimum. Nous sommes dans une république. Ce n'est pas une république bananière. Vous voulez aller parler... Êtes-vous dans le secret? Mais non, écoutez. Le chef de l'État a dû leur dire, OK, vous pouvez y aller, mais vous ne prenez aucun engagement au nom du Bénin. Ça, c'est clair. Ils ne peuvent pas se rendre au Niger s'ils n'ont pas reçu la bénédiction du chef de l'État. Arrêtons. C'est votre lecture des choses. Non, c'est comme ça. Nous sommes dans une république. Ils ne peuvent pas agir. Ils ont géré l'État. Ils savent comment ça se passe au niveau de l'État. Donc, certainement qu'ils ont reçu la caution morale, l'accord de principe du chef de l'État. Sinon, pourquoi ils sont revenus pour lui rendre compte? Ils lui ont rendu compte. Et vous avez constaté que quand ils sont allés au Niger, à la sortie d'audience avec Tiani, rien n'a filtré. Parce qu'ils avaient l'obligation de garder les informations reçues là-bas pour le chef de l'État. Après leur rencontre avec Patrice Talon aussi, mais oui, parce que vous savez, j'ai de la peine à le dire, j'ai vu un confrère mettre à la une de son journal que les deux anciens présidents sont allés plomber Talon à Niamey. C'est pas normal. Donc s'ils avaient déjà fait un communiqué, ça va aller dans tous les sens. Je crois que nous avons intérêt à ce que les lignes bougent, parce que je dis, le Niger ne peut pas choisir son voisin. Le voisin est naturel. On ne peut pas dire au Niger, tu n'es plus notre voisin. Le Niger non plus ne peut dire, Bénin, tu n'es pas mon voisin. Nous avons des relations séculaires. C'est vrai qu'il y a eu de petits bisbis et on ne va pas éternellement continuer, parce que dans cette crise-là, ce n'est ni le président Talon ni le président Tiani qui souffrent. Ce sont les populations qui souffrent. Parce que, imaginez les commerçants nigériens qui font la route, depuis pratiquement 1 an, ils ne font plus les affaires. Donc, ils ont mis en chômage et chauffeurs, et chargeurs, et tout le monde. Donc, on a intérêt à ce que cette crise-là soit réglée. Et je crois que petit à petit, nous sommes en train d'aller sur le bon chemin. Et je voudrais que ça soit du côté du Bénin, du Niger, ceux qui sont friands des crises, ceux qui ont envie que cette crise-là ne s'arrête pas, qu'ils s'arrêtent un instant pour dire, mais qu'est-ce que nous gagnons? D'abord, qu'est-ce que le Bénin paie? Le Bénin paie gros, le Niger aussi paie gros. Donc, il faut qu'à un moment donné, qu'on s'asseye pour dire, bon, on s'est assez tiré dans les pattes, pensons à nos peuples et basta, on continue. Marcel Candide Renvi, on note donc en perspective un retour à la normale des relations entre Niamey et Cotonou afin d'aplanir les divergences apparues depuis le 30 juillet 2023. Absolument, et vous le savez, depuis quelques mois, bientôt 1 an que cette crise a vu le jour, et cela n'arrange pas le Bénin ni le Niger. Et comme l'a dit le doyen Soudé, vous savez, quand nous mettons on fait un peu un retour dans cette crise, on a vu un peu comment les choses ont commencé avec la sortie de notre président Talon, qui n'a pas été du goût de côté du Nigérien. Mais vu les tournures avec les rebondissements que nous avons eus des mois plus tard, on a eu beaucoup de pètes. Et pour ne pas en arriver là, il faudrait qu'un jour, les lignes bougent. On peut dire que nous sommes dans une démarche très salutaire. Et comme l'a dit l'autre, les Béninois n'ont pas vraiment intérêt à changer le voisin. C'est le Niger qui est là, et c'est le Niger aussi, c'est le Bénin. Donc on a aussi intérêt à quand même conjuguer encore l'effort pour que la paix revienne. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de pètes, il y a beaucoup de crises qui ont été créées. Parce que des chômeurs ont été notés, et des gens n'ont pas pu quand même faire les affaires parce que la tension entre le Bénin et le Niger ne passait pas. Et comme l'a dit M. Soudé, c'est aussi normal qu'avant que ces anciens présidents béninois n'aillent à Niamey, qu'ils reçoivent la bénédiction du président actuel. Parce que vous ne pouvez pas prétendre aller réconcilier en griffe mon ennemi sans me consulter. Il faudrait que je vous donne l'aval, et c'est au retour que vous allez quand même me faire le point pour que je puisse donner ma position. Mais vous serez là-bas au nom de qui? Donc c'est normal que, sans quand même aller être dans l'esprit des dieux, que les présidents Boniaï et Soglo ont pris quand même l'aval du président actuel avant de prendre cette décision. Et puis, nous sommes encore dans la perspective de voir mieux dans cette crise. Et pour le moment, c'est normal qu'on n'ait pas une décision officielle, un communiqué officiel des deux côtés, pour qu'on savoir, parce que la procédure continue. On attend de voir un peu ce que ça va donner avec cette commission qui sera mise en place, les négociations, comment ça va aborder, pour pouvoir donner enfin une réponse idoine et salutaire. Donc, il est encore trop prétentieux de quand même sortir et de faire un communiqué officiel pour dire actuellement, après un voyage sur Niamey, voilà, la paix est revenue, c'est encore trop tôt.
Donc on ira dans cette dynamique de façon très mollo-mollo, et puis au moment opportun, on verra bien que les choses qui ont duré pendant des mois, finalement, c'est une réconciliation qui est venue, parce que le Bénin, c'est le Niger. Le Niger, c'est le Bénin, parce que ce sont des pays frères. Et il y a plein de Béninois qui sont à Gaïa, à Niamey, et plein de Nigériens qui sont aussi à Malanville, au nord du pays. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ces pays frères reconnaissent enfin le chemin de la paix et de la compréhension. Paul Arnaud Deguenon, dans les médias, quelle est selon vous la prochaine étape de ce processus de pacification des relations? Non, bon, la prochaine étape, elle est déjà très simple et elle est déjà entamée. C'est la création donc, de ce comité de pacification. Et donc, les pourparlers vont continuer. Mais dans cette affaire, moi, j'ai souvent été quand même un peu peiné par cette affaire parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement, de façon objective, ce que le Niger reproche au Bénin. Parce que s'il suffit juste de s'en tenir aux décisions prises par la CEDEAO, je pense que le Bénin n'était pas seul à prendre des décisions. Il y a eu le Nigeria qui a coupé l'électricité. Vous voyez, c'est quand même très très grave. Pourtant, les relations ont été pacifiées avec le Nigeria. Vous voyez un peu. Et si on dépasse un peu notre aire géographique, vous savez que par exemple la France, malgré toutes ses invectives vis-à-vis de la Russie, la France a été le premier gros client de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie en termes d'hydrocarbures, notamment par rapport au gaz. Vous voyez un peu. Et malgré les difficultés, les problèmes qu'il y a eu entre la Côte d'Ivoire, non seulement avec le Mali et le Burkina Faso, ces pays continuent de commercer avec la Côte d'Ivoire. Vous voyez. Donc, quand on en arrive au cas du Niger et du Bénin et qu'on ferme les frontières, et l'argument donné par le Premier ministre Ali Lamine Zeyn, qui est de dire que le Bénin forme des terroristes pour aller attaquer le Niger. Vous voyez, ça semble un peu trop tiré par les cheveux. Donc, il y a un problème de clarté vis-à-vis donc, des autorités nigériennes qui devront vraiment s'assumer de dire, bon, voilà, nous avons décidé de fermer notre frontière, peut-être parce que nous n'avons pas été d'accord avec les positions béninoises lors de la crise avec la CEDEAO, ou alors que, bon, voilà, mais de façon claire, s'affirmer. Et comme ça, on pourrait mieux opiner, mais aller sur des raisons un peu, bon, en griffe un peu fallacieuses comme ça, ça ne fait pas trop sérieux. Ça donne l'impression, en fait, qu'on veut tout faire pour maintenir leur peur, enfin, trouver un argument pour justifier le fait qu'ils sont venus, qu'ils ont pris le pouvoir par la force, vous voyez un peu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans les médias? Je pense que c'est ce qui est, et on espère que ça va finalement aboutir à quelque chose. Mais dans tous les cas, il n'y a rien à faire, ça va forcément bouger, quoi. Alphonse Moïse Soudé, les principales attentes, ce sont bien évidemment la réouverture de la frontière du côté de Niamey et la revitalisation du projet de pipeline entre les deux pays. Mais vous avez suivi la sortie du DG Port. Attention, il faut suivre. Tu viens, mes commerçants te donnent de l'argent. Parce que dehors décide de fermer la frontière, tu fermes tranquillement. Mais tu devais penser à ce que tu gagnes chez moi. Tu n'as pas pensé à ça, tu as fermé la frontière. Pendant longtemps, nous avons refusé de reconnaître que le port a pris un coup. Mais finalement, le DG est sorti et nous a dit que le port a pris un coup. Le port a pris un coup. Le port Sec Dalada a pris un coup. Bénin Contrôle a pris un coup. Donc, c'est ça la réalité. Le reste, j'ai dit, seul le président de la République et le général Tiani peuvent nous dire. Mais il y a des raisons économiques. Il y a des raisons économiques. Tu ne peux pas gagner chez moi et blanc parce que la CEDEAO. Écoutez, le Niger, le Nigeria, vous avez vu comment les Hausa se sont déplacés pour régler la crise entre le Niger et le Nigeria. Très vite, ils ont réglé ça parce qu'ils ont dit il n'y a pas de raison pour que deux frères s'attaquent. Mais chez nous, les gens ont fait la gorge chaude avant de comprendre que, économiquement, des gens sont essoufflés. Donc, je dis une chose. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. On va avancer dans le débat. On va avancer. Aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il faut arrêter parce que des gens souffrent. Les activités économiques sont ralenties. Donc, je dis, ce qu'on va faire dans la presse, il faut que les uns et les autres qu'on cesse de taper sur les Nigériens, que les Nigériens aussi cessent de taper sur les Béninois. Parce que si vous constatez dans les médias, action-réaction, action-réaction. Dès qu'un Béninois parle, le lendemain, vous allez voir un Nigérien qui parle. Dès qu'un Nigérien parle, vous allez voir. Donc, il faut qu'on arrête ça. Maintenant, la terre, et il faut reprendre très vite parce qu'il y a beaucoup
les transporteurs qui ont acheté des camions, ils ont contracté des prêts auprès de la banque et qui paient régulièrement. Mais dès que les activités ont cessé, ils ont des difficultés avec les banques. Ceux qui ont été retournés à la maison, les chauffeurs qui ne conduisent plus, ils ont des enfants. Bientôt, une autre rentrée. Donc, il faut leur permettre de reprendre leurs activités afin que la paix puisse régner. Les peuples n'ont pas de problème. Ce sont les dirigeants, ceux qui nous dirigent. Donc, les peuples veulent refaire la paix. Il y a des Nigériens qui sont nés au Bénin, qui ont grandi au Bénin, qui étudient au Bénin, comme il y a des Béninois qui sont nés au Niger. Donc aujourd'hui, je crois qu'on a fini avec ça. La prochaine étape, c'est de prier pour que les choses aillent très vite et que les activités commerciales reprennent. Marcel Kandi-Rinvi, je vais finir avec vous sur le sujet. Vous savez, c'est une affaire de méfiance. Vous voyez, avec beaucoup de rebondissements, beaucoup de crises, et la frontière fermée, et puis après avec cette affaire de Peuple Land, avec des Nigériens qui ont été gardés en vue pendant 7 jours, moins d'une semaine, et vous voyez, il y a beaucoup de rebondissements. Et là, ce sont les peuples qui souffrent. Et actuellement, ce que le Niger reproche au Bénin, c'est qu'il y a une base militaire au nord du pays. Et le Bénin dit niet que ce n'est pas la peine, que ce n'est pas vérifié. Mais pour les Nigériens, parce qu'ils ne sont plus dans une bonne harmonie avec la France et que actuellement le Bénin n'a pas de sa position, donc pour le Niger, nous avons encore une base au nord, et pour cela, il faudrait qu'il voit mieux dans l'affaire. Donc c'est pour cela qu'à un moment donné, il faudrait qu'on arrive à gagner la confiance de son partenaire. Et quand vous donnez une version des faits, il faut qu'on arrive vraiment à croire à ce que vous dites, mais pour le moment, le Niger ne croit pas, les autorités nigériennes ne croient pas. Pour eux, c'est que le Bénin a toujours une base militaire, et cela pourra quand même faire jaillir au niveau du Niger. Donc c'est un peu ça. Il faudrait qu'à un moment donné, que nos autorités comprennent que avoir un peu les rebondissements, beaucoup d'aller-retour, action-réaction, beaucoup de pètes, il y a beaucoup de gens qui ont trépassé parce qu'ils ont eu des dettes, des familles n'ont plus la chance de se suivre. Il y a beaucoup de problèmes autour. Maintenant, il faudrait que les peuples, les dirigeants s'entendent et que rapidement on ait une solution. Très rapidement parce que ça a trop duré, on peut le dire, ça a trop duré. Pas tellement trop, mais ça a trop duré. Il faudrait que les dirigeants se comprennent et qu'on ait vraiment une décision finale pour pouvoir passer à autre chose. On va donc à présent aborder un autre sujet, une autre actualité qui aura marqué la semaine écoulée. C'est la nomination en Conseil des ministres d'Edouard Loko à la tête de l'institution de régulation des médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Edouard Loko, précédemment chargé de mission du président de la République, ancien président de l'ODEM, ancien président du CNPA Bénin, ancien journaliste. Il a également été vice-président de l'institution qu'il aura désormais le privilège de diriger. C'est un professionnel avéré et aguerri. C'est donc l'intrus qui connaissait la maison, allusion faite au titre de l'un de ses ouvrages, Marcel Kandi-Rinvi. Vous savez, merci. Vous savez, début juin, on était aux unes pour quand même désigner les confrères qui quand même allaient siéger dans cette mandature. Et à présent, le président de la République a désigné aussi les conseillers. Et dans la foulée, on a eu Edouard Loko qui connaît très bien la maison, qui a été promu en tant que président de cette mandature. Vous savez, on peut dire que c'est peut-être une lieu d'espoir. Parce que c'est plus un novice, il connaît très bien les mots dont souffrent les confrères dans la corporation. Il se dit qu'il est l'espoir de toute la presse béninoise au regard de son profil. On peut dire ça, mais il faudrait que l'on prenne cette question avec beaucoup de pincettes. Parce que quand on voit un peu le poids de la politique, quand les hommes politiques viennent dans une balance, on voit comment ils pèsent dans la balance. Il faudrait que l'on puisse vraiment savoir comment voir l'homme dans cette exécution des tâches que seront confiées. Mais d'abord, en entendant, il faut quand même dire que c'est vraiment un truc qui connaît la maison. Il a été plusieurs fois président des instances fêtières de la corporation. Il a été vice-président de la mandature et il est actuellement chef de mission du président de la République. Et dans la foulée, il a été nommé président de la RAC. Donc, on peut dire que pour le moment, il y a encore d'espoir. C'est dans l'exécution. C'est dans l'exécution qu'on verra vraiment si vraiment les actes qu'ils auront à poser avec ses collègues de la mandature pourront vraiment donner vraiment gain de cause à ce que les journalistes veulent. Parce que vous avez vu dans le passé, il y a beaucoup de choses. Les organes de presse qui ont été fermés, les journalistes qui ont été arrêtés en prison, beaucoup de choses. Donc nous voulons vraiment que Edouard Loko, l'homme qu'on connaît très bien avec son humour, puisse vraiment comprendre que vraiment la corporation, ça ne va pas.
Et quand on ne Alphonse, voit pas, il faudrait que... Maurice Soudé, c'est la deuxième fois qu'un journaliste préside l'institution. La toute première mandature a été dirigée par Feu René Dossa. Alors, dites-nous, vous pensez comme certains que la joie des journalistes serait de courte durée ou Édouard Loko est-il vraiment la solution aux maux de la presse béninoise? Édouard Loko a une grande mission accomplie. Sous le magistère de Adam Tessiboni et sous le magistère de Prosper Mouriti, des organes de presse ont été fermés. Donc aujourd'hui, il a pour mission première de ne pas perpétuer ce comportement-là. Ça, c'est une lourde charge sur ses épaules. En tant que professionnel des médias, il ne peut pas permettre ça. Mais je dis, au-delà de tous les espoirs que nous nourrissons, n'oublions pas qu'il a été nommé par un homme politique. C'est la politique. Il ne peut pas faire, il a un cahier de charge, il a une mission accomplie, il doit aider le chef de l'État à mettre en pratique les réformes. Donc au-delà du fait qu'il soit de la maison, il vient d'un milieu politique. Donc il aura envie de faire, mais il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. Suivez, sous les deux derniers présidents, il y a des choses. Si Moretti est parti, forcément que le chef de l'État n'est pas satisfait de la mission, parce que la loi donne aujourd'hui la possibilité à Moretti de faire un second mandat. Mais malheureusement, on les a fait partir. Ça veut dire que les espoirs placés en eux n'ont pas été atteints. Donc aujourd'hui, du côté des professionnels du média, on est content que ce soit un des nôtres qui soit placé à la tête de l'institution, mais c'est une patate chose qu'on lui a refilée. Il faut qu'il fasse attention, parce qu'à un moment donné, il va falloir satisfaire ses confrères, mais du côté politique, il va vouloir respecter ses engagements. Donc c'est un peu difficile. Moi, je prie pour lui, pour qu'il puisse prendre de la hauteur vis-à-vis de la mission qu'on lui a confiée, parce qu'il ne faut pas aussi trop lui demander. Il n'a pas un bâton magique en main pour faire des miracles. Il fera ce qui est dans ses cordes. Il ne peut pas aller au-delà de ses limites. Donc je dis, je l'y encourage et bon, on le porte dans nos cœurs pour qu'il puisse accomplir la mission, pour qu'à son départ, qu'on ne dise pas que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Voilà, nous déguerrons. Non, Edouard ne pourra rien faire. Ne pourra rien faire parce que... C'est quand même un lieu d'espoir. Non, en tout cas, moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas parce que quelqu'un qui n'a même pas pu sauver sa propre maison, ne me demandez pas qu'il vienne sauver tout un quartier, ni toute une ville, voire tout un quartier. Regardez, même son propre journal, Le Progrès, il n'a pas pu sauver Le Progrès. Vous voyez, donc ne soyons pas... Non, soyons réalistes, quoi. Édouard Loko, il est politique, il n'est plus journaliste. Il n'est plus du tout journaliste. Édouard Loko est un politicien aujourd'hui. Et il a été nommé par un politique. Donc, il va dans les intérêts d'un politique. Il serait allé en tant que membre élu, que je le verrais comme un journaliste. Mais il a été nommé. Et d'ailleurs, n'oublions pas son parcours. Ça fait des années qu'il est conseiller. Qu'il a été conseiller, chargé de mission, pardon, depuis 2016 du chef de l'État. Donc, Édouard Loko n'est plus des nôtres. Nous connaissons bien. Mais à la base, c'est un journaliste. Il a été, mais aujourd'hui, il n'est plus des nôtres. Ça fait longtemps qu'il a démissionné de notre corporation. Il a démissionné. Donc, il ne fait plus partie des nôtres. Et d'ailleurs, il n'est pas parti là-bas en notre nom. Alors, il est parti au nom du chef de l'État. Au mot de la corporation. Mais qu'est-ce que vous appelez la sensibilité? Qu'est-ce que vous appelez sensibilité? Le gars ne vit plus les mêmes réalités que nous. Comment voulez-vous qu'il ait la même sensibilité que nous? Ça fait très longtemps que Édouard a été connecté complètement de nous, complètement déconnecté. Il ne vit plus du tout les mêmes réalités que nous. Ben, dites-moi, il a gardé le micro depuis quand? À qui? Il a fait interview à qui? Il a vécu les réalités de la presse. Il est complètement déconnecté. Marcel Candide Rinvi, un peu. Quelles sont les principales attentes des confrères? Donc, vous savez, il faut être un peu mitigé avec mon cher ami Paul Hannot. Certes, il a certainement ses raisons. Et les attentes que les confrères veulent de lui, de cet homme Adobe Fass, c'est qu'à un moment donné, ce que l'on a vécu dans les années précédentes avec les autres mandatures, que ça ne se répète plus. Parce que les confrères, vraiment, c'est pas la joie. C'est pas la joie. Et on a d'abord le courage de le dire, c'est pas la joie. Mais moi, je peux dire que la tâche qu'on peut vraiment espérer, c'est que l'empreinte un peu particulière, c'est que, mine de rien, il a été journaliste. Même s'il n'est plus vraiment dans l'exercice de cette profession, il l'a été une fois. Il sait comment la misère, la galère, ce que se passe dans la corporation. Donc, à un moment donné, il pourra avoir un peu de bébol pour pouvoir agir. Donc, c'est ce que nous, on peut espérer. Mais à part ça, si on se refait un peu à sa nomination en tant que chef de mission,
d'un président de la République. Et c'est de là que sa nomination a été faite. Il ne faut pas trop rêver aussi. Alors, parce que... Alphonse Soudé, vous parliez de défis. Quels sont là également les défis que devra relever Édouard Loko? S'il peut, pour moi, je mets devant lui 2 défis. Premier défi, il faut régler cette affaire de carte de presse là. Il faut régler ça. On ne peut pas faire ce qu'on a fait de la carte de presse pendant longtemps. Moi, je me rappelle, on a eu la carte de presse parfois 1 an après. Et puis bon, c'est là. Deuxième chose, il faut que la HAC aide à respecter les conventions collectives. Parce qu'il a parlé de galère. Vous ne pouvez pas comprendre que dans des rédactions, des gens soient encore à moins de 40 000. Même ça, ça l'est. C'est normal que beaucoup de journalistes aujourd'hui deviennent des communicants. À regarder la une des journaux, vous voyez qu'il y a des titres, c'est à moi. Parce que dans sa rédaction, on se fout de lui. On ne fait même pas de recyclage. Donc il faut déjà redonner aux professionnels de médias leur valeur. Qui peut-on appeler journaliste? C'est ça la réalité, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un, il s'est écrit 2-3 phrases, il a fait lettre moderne linguistique, il s'improvise journaliste. C'est pas ça la réalité. Il faut redonner à la presse ses lettres de noblesse et faire en sorte qu'on ait les cas. Le reste là, il a été nommé par les politiques. Quand on va lui dire tape sur cet organe de presse, il va taper. On a vu ça. Adam Tessi l'a fait, et Moretti l'a fait tranquillement, sans état d'âme. Donc aujourd'hui, s'il est de la maison, et encore, c'est ceux-là qui font plus mal. Hein. Quand on est dans sa propre maison, Paul-Arnaud Degueno, les chantiers majeurs qui attendent Édouard Loko? Bon, de toute façon, comme j'ai dit, moi, je n'y crois pas trop. Donc, il a quand même des défis à relever. Bon, lesquels défis? C'est d'essayer déjà, comme le... Bon, que devra-t-il faire pour vous convaincre, vous? Bon, ce qu'il doit faire, je sais que déjà, c'est de voir l'institution en elle-même. L'institution en elle-même, c'est une institution politique. Et elle est là pour réguler. Donc, elle n'est pas là pour faire que la vie des journalistes soit meilleure. Vous voyez? Donc, c'est déjà méconnaître un peu les règles de l'institution même que de penser que l'arrivée d'Édouard puisse véritablement apporter quelque chose dans le quotidien des journalistes. Moi, je l'ai dit ailleurs que le vrai problème que nous avons en tant que journalistes, c'est que nous-mêmes, nous ne savons réellement pas ce que c'est que notre métier. Et d'ailleurs, un journaliste, il est payé par qui? Il est payé par son organe. Et un organe de presse, c'est avant tout une entreprise. Et figurez-vous, c'est une entreprise commerciale et qui est régie par toutes les lois commerciales du pays. Vous voyez? Donc, tant que l'entreprise n'est pas viable, aucun journaliste n'aura un bon meilleur, un bon quotidien. Maintenant, comment rendre les entreprises de presse viables? Ce n'est pas la RAC. Ce n'est pas la RAC qui gère ça. La RAC n'a rien à voir avec ça. Vous voyez? Donc, c'est là. Le modèle économique. C'est ça, le modèle économique. Donc, espérer que, Édouard puisse faire quelque chose, c'est utopie. Par contre, et puis comme le doyen l'a dit... Édouard va faire quelque chose. Parce que le problème, c'est quoi? Réguler, ça veut dire quoi? Il faut voir le verbe réguler. Il faut corriger l'État. Parce qu'aujourd'hui, vous allez vous envoyer, en tant que patron de presse, vous envoyez un reporter sur le terrain. Vous ne donnez rien. À la fin, il est obligé de racoler, pratiquement. C'est le cœur qui l'a invité. Et ça, quelqu'un qui te donne de l'argent va t'indiquer l'angle de traitement de l'information. C'est ça la réalité. Mais doyen, ce n'est pas la RAC de dire combien un journaliste va gagner dans sa rédaction. Il y a une convention collective. Non, puisque une entreprise de presse, c'est une entreprise privée. Et tout au moins, ce que l'État peut faire, c'est de fixer le SMIC. Mais à part ça, c'est à l'entreprise, c'est au journal de dire, mon collaborateur, l'employé que j'engage, voilà le montant que je lui paie à la fin du mois. Ce n'est pas à l'État de définir ça. Et plus loin, ce n'est pas le rôle de la RAC. La preuve, les conventions n'ont jamais été respectées. Et elles ne le seront pas. On vous aura compris, cher Paul-Arnaud Degueno, nous sommes tenus par le temps. Je reste avec vous, chers débatteurs, pour ouvrir la fenêtre du décryptage de l'actualité internationale. C'est dans la rubrique Interactu. Et je reviens à vous, Alphonse Moïse Soudé, Jordan Bardella, le président du RN, le Rassemblement national, qui est né sur les cendres du FN, le Front national de Marine Le Pen. Il est la coqueluche de la scène politique française actuellement. Son parti a provoqué un véritable raz-de-marée à l'issue du premier tour des législatives. Le parti qui aspire à obtenir la majorité absolue au deuxième tour, voire même à gouverner le pays pour la toute première fois. Vous voyez, Jean-Marie Le Pen,
avait déjà passé le premier tour. Il devait se retrouver au second tour. Et tous les Français, comme un seul homme, se sont levés pour lui barrer la route. Aujourd'hui, le Rassemblement national, ils ont surfé sur les tares de Macron. Il faut le reconnaître. La cherté de la vie, tout ce que Macron n'a pas pu faire, ils ont surfé. Et puis ça a donné aujourd'hui les Français l'immigration, ils veulent dire désormais la binationalité. Et puis c'est des slogans qui ont pris parce que les Français estiment qu'eux, ils sont en chômage, mais des gens viennent clandestinement occuper les postes. Donc aujourd'hui, les erreurs de Macron et de son équipe ont permis à Bradella de monter en puissance. Et si les Français, certainement, qui vont se concerter comme ils l'ont fait avec Le Pen père pour dire, bon, attention, si nous facilitons, parce qu'il y a des familles en France qui déjà ont commencé par avoir peur. Quand vous suivez un peu les Français, l'actualité, on dit, ah, si ce monsieur-là vient là, il sera nommé Premier ministre, forcément. Donc, c'est une collaboration, c'est une cohabitation. Et désormais, les immigrants qui sont là depuis des années seront obligés de commencer par jeter un coup d'œil sur le pays. Donc, c'est le problème aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que Macron n'a pas pu satisfaire les Français et l'alternative proposée par l'Assemblée nationale a pris et aujourd'hui les Français veulent qu'on restitue la France aux Français. Ceux qui ne sont pas Français de souche, ça va arriver. On va leur demander de rentrer dans leur pays et d'aller travailler chez eux. Au moment où chez nous, nous faisons la promotion des collaborateurs extérieurs qui sont là-bas, eux, ils veulent nous demander de retourner chez nous. C'est compliqué, mais malheureusement, Macron a facilité la montée en puissance de ces messieurs-là. Paul Arnaud de Guénon, le bloc macroniste qui est en difficulté, comme l'évoque Alphonse Moïse Soudé, on assiste à une véritable montée en puissance du RN, l'extrême droite française qui monte en flèche. C'est normal, c'est normal. Vous savez, Macron a passé tout son temps à gouverner par la ruse et la rage. Et ce sont les conséquences. Vous voyez, Macron a toujours pensé qu'il était super intelligent, qu'il comprenait tout. Vous voyez, vous vous rappelez un peu ses arrogances quand il a été fraîchement élu et qu'il est allé au Burkina Faso. Vous voyez un peu. Donc, lorsque vous avez été battu lors des élections européennes et pensant toujours être super intelligent, sans avoir même consulté ses ministres ni ses députés, vous décidez comme ça de dissoudre l'Assemblée nationale. Vous voyez? Il espérait quoi? Il espérait quoi en faisant comme ça? Et d'ailleurs, j'ai suivi l'ancien président François Hollande. Il a dit, Macron, c'est fini. Et effectivement, Macron, c'est fini. Mais on pourrait faire un parallèle entre ce qui se passe en France et nos pays africains. Vous voyez, aujourd'hui, on jette la pierre au Rassemblement national, etc. Mais c'est la marche continue des peuples. Et c'est exactement ce qui se passe en Afrique qui est en train de se reproduire aussi en Europe. La même pierre que nous jetons aux putschistes pour dire qu'ils sont mauvais, qu'ils sont si, c'est exactement la même chose qui se passe aujourd'hui en France. Vous voyez, chez nous, en Afrique, les peuples sont fatigués de l'élite au pouvoir. Ceux-là qui sont en costume cravate et qui pensent de tenir le savoir, le peuple en a marre d'eux. Et ils ont trouvé la voie donc des putsch. En Europe, c'est la même chose. On ne va pas faire l'apologie des putsch. On ne fait pas l'apologie, mais c'est pour... Non, pas du tout, je ne fais pas l'apologie, mais c'est pour faire comprendre que aujourd'hui les choses changent et la façon classique que nous avons de gouverner les peuples, ça ne marche plus aujourd'hui et ça ne marchera plus. Alors, Marcel Candide Rainvy, Macron qui fait visiblement les frais de la dissolution de l'Assemblée nationale française. Vous savez, l'histoire, elle est têtue. Et puis, les peuples ont vraiment une mémoire très grande. Et quand les choses ne bougent pas, à un moment donné, on essaie de sévir. Et ça a été le cas en France, parce que Macron était le tout-puissant Macron. À un moment donné, on avait quand même, le peuple français avait misé sur son jeune âge et avec tout ce qu'il avait comme espoir. Mais après sa première mandature, on l'a donné une autre confiance. Mais ça n'allait plus, parce qu'il n'avait plus une confiance avec le peuple français. Et a vu un peu ces faillites qu'il avait quand même commis lui-même, le peuple français quand même l'a laissé dans la une. Et vous savez, le Rassemblement national avec le président qui a 28 ans, moi j'ai 30 ans.
Ouais, mais c'est encore la même lueur d'espoir qu'on place encore à ces jeunes-là pour voir un peu, est-ce qu'ils pourront être en mesure de corriger un peu ce qui ne bouge pas dans la cité. Et Macron est fini. Il a quelques années à faire pour quand même ranger les tabliers et puis il a fini sur son temps. Et on verra encore si le pouvoir pourra quand même donner encore une autre lieu d'espoir au peuple français et aussi, comme l'a dit et Paul, ça revient en Afrique. Parce que vous voyez, on arrive toujours à sévir, en fait. On ne parle pas, mais on essaie de sévir dans les unes. C'est ça un peu l'homme, quoi, l'homme. Jordan Bardella, 28 ans, il fut un peu comme un phénomène politique. Obama, la jeunesse Obama, Macron, et puis Jordan. Qu'est-ce qui va se passer? Macron aura toutes les difficultés parce que si ils vont prendre toute l'Assemblée, ils vont lui imposer leur vision. Par le vote des lois. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix parce que, vous savez, il ne faut pas prendre toujours les enfants de bon Dieu comme des cons. Quand vous étiez en train de dire la cherté de la vie, les gilets jaunes, et puis vous êtes resté là, vous avez tout banalisé. Écoutez, les autres, c'est vrai qu'ils ont surfé sur les médias sociaux. Ils ont fait leur campagne à la sourdine. Ils ont promis des choses. Ils ont demandé aux Français, ils ont dit aux Français, nous allons vous restituer votre France. Nous allons vous restituer votre France. Et puis, on a dit, Macron, c'était le président des économies. C'est lui qui faisait les hommes d'affaires. Et puis, le bas peuple était abandonné. Aujourd'hui, on voit au niveau du Rassemblement national que c'est leur sauveur. Faisons l'expérience de ceux-là pour voir. Malheureusement, c'est au détriment de Macron. Et puis, il est obligé, c'est ce qu'on appelle cohabitation pacifique. Il est obligé de... Paul Arnaud Deguenon, un séisme politique. Non, moi, je vois plutôt même Macron démissionner. Je ne le vois pas vraiment terminer son mandat. Vous voyez déjà Bardella à la primature? Oui, je le vois plutôt à la primature parce que quand vous voyez tous les scénarios possibles, soit ils ont la majorité absolue, soit ils ont la majorité relative. Mais gouverner, même en étant dans une majorité relative, je vois mal Macron diriger dans de pareilles conditions. Il a voulu jouer au jeu qui est quoi? Bon, il voulait détourner l'attention par rapport à son échec aux Européennes, mais mal lui en est pris, quoi. Donc franchement, moi, je le vois plutôt démissionner. Je le vois, s'il est vraiment sérieux tel qu'il est, je le vois plutôt démissionner au lendemain des élections. Wait and see. Dernier virage de l'émission, la dernière rubrique, les potins de la toile. Les potins de la toile, et je reste avec vous. Paul Arnaud Deguenon traduit une langue étrangère en fond ou le fond en une autre langue étrangère. C'est désormais possible sur Google Traduction. Le fond qui fait partie des 110 nouvelles langues que Google a intégrées donc à son service de traduction. On doit cet exploit à un groupe de jeunes béninois à la tête duquel Faboni Bill Yokluno. Et félicitations donc à ces jeunes béninois. Ouais, vraiment félicitations aux gars. Franchement, c'est une très 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 belle chose puisque il y a quelques mois, quelques années déjà, il y avait le EV qui était parmi les langues de Google, dans Google Traduction. Et je me disais toujours, mais quand est-ce que nous aussi on aura notre langue dedans? Et ils ont réussi à accomplir ce travail. Franchement, félicitations à eux. Mais en même temps, moi, ça me permet d'ouvrir une perspective qui est quoi? Et on a toujours fait un débat sur le choix des langues fortes de notre pays. Indéniablement, avec ça, on peut pouvoir dire le fond, aujourd'hui, c'est une langue forte dans notre pays. Et pour la promotion des langues, pourquoi ne pas surfer sur cette vague-là pour désormais établir au moins une langue forte dans notre pays? Puisque, je me rappelais qu'entre-temps, lorsque on voulait faire... Le choix d'une langue. C'était plus compliqué. Bon, j'avais l'impression d'être un peu long. Je voulais raccourcir un peu mes propos. Ouais, donc c'était un long débat et je pense qu'on peut surfer sur ça et choisir une langue vraiment pour notre pays, pour la démocratiser, un peu comme les Sénégalais l'ont fait. Le Wolof, une langue officielle. Officielle, vous voyez un peu. On peut le faire aussi chez nous. Marcel Kandi, oui. Oui, vous savez, c'est une très bonne nouvelle, parce que quand on parle du fond, ça fait recours au Bénin et puis c'est le pays qui gagne. Et puis moi, je dis chapeau vraiment à ces jeunes qui quand même ont innové en la matière. Et quand on parle vraiment d'une langue, c'est quand même cette langue qui révèle le pays. Et quand on parle de Wolof,
dans le monde, c'est que c'est le Sénégal. Quand on parle de Fongbé, on sait que c'est le Bénin. À un moment donné, il y avait quand même un peu de difficulté au départ pour que au pays, on ait quand même une compréhension, être unanime sur une langue nationale, locale à instaurer dans le système éducatif. C'était un peu compliqué. Dieu merci, c'est le fond qui est dans le Google et puis c'est vraiment évocateur. Parce que moi, j'ai connu des amis européens, mais avant de venir au pays, ils prennent le temps de trouver un dictionnaire fond et ils font d'abord la culture là-bas. Pour connaître un peu quelques mots en langue fond avant de venir, pour ne pas quand même être un peu mal compris dans leur déplacement. Donc, c'est déjà un pas que moi je salue. Alphonse Moïsoudé, Faboni Bill Klounon et toute son équipe qui ont travaillé d'arrache-pied pour qu'on puisse aboutir à ce résultat. En tant qu'ancien étudiant du département du sciences du langage et de la communication, où j'ai fait la littérature fond, j'ai appris à écrire le fond avec le professeur Akora. Je suis aujourd'hui fier que le fond soit sur Google. Je l'ai essayé déjà. Hein. J'ai écrit des phrases en français, ça m'a ramené ça en fond, et puis c'est bon. Je dis, il faut qu'au Bénin, qu'on s'entende, parce que quand vous allez au département de linguistique, on parle d'aménagement linguistique, et chacun est jaloux de sa langue. Il va falloir qu'au Bénin, qu'on ait quand même une langue nationale qui soit parlée par la majorité. Vous allez au Sénégal, tous les Sénégalais parlent le Wolof. On vous impose ça quand vous allez étudier. Vous allez chez les Togolais, le V, vous allez au Niger, le Hausa, ainsi de suite. Donc c'est une fierté. Il ne faut pas s'arrêter là. Il faut désormais que les Béninois aussi soient fiers de cette langue. On n'a pas besoin de dire, parce que moi je suis Goun. Le fond, c'est une langue béninoise qui est sur Google et puis il faut l'exploiter. Ça va aider beaucoup de personnes, même ceux qui sont dans les églises, ceux qui sont des musiciens. Les paroles sont souvent en français ou en anglais. Vous mettez ça, on vous donne ça en fond et ça vous facilite la tâche. Et je remercie tous ceux qui ont encouragé cette initiative et que bon, le reste, on verra s'il faut choisir encore une autre langue qu'il faut mettre sur Google. Merci à vous, chers décrypteurs. Ce sera tout pour l'émission Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Paul Arnaud Degueno, journaliste et consultant en communication. Merci. Merci, Lénaïque. Alphonse Moïsoudé, analyste politique. Merci à vous. Merci à vous, chers confrères. Marcel Candide Rinvi, journaliste et analyste politique. Merci à vous aussi. Merci, Lénaïque. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous aussi, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Bonsoir chez vous.